Merci beaucoup, c'est gentil. On va rester dans la photographie parce que le but de cette intervention synthétique, ça va être de photographier en fait les nouvelles technologies. Donc évidemment, il y a beaucoup d'images générées par l'IA dans ce document. Vous allez voir, en fait, l'idée, c'est de voir que les technologies d'aujourd'hui, elles parlent entre elles. Et si on les combine, c'est là où on va arriver à trouver des sujets intéressants. Donc on va faire un petit voyage dans le futur de l'automobile. Mais j'aime bien cette citation de Romain Gary qui dit qu'il faut toujours entreprendre l'impossible dans les meilleures conditions. Donc l'idée, c'est de s'acculturer et de se former à ces technologies. Donc je vais rapidement passer sur qui je suis. Du meilleur simple, je suis dans l'assurance depuis plus de 15 ans. J'ai travaillé beaucoup dans des directions sinistres avec des experts qui s'occupaient de vol à l'époque. Et j'ai effectivement créé des startups dans la blockchain où j'ai inséré des techno-blockchains dans certaines compagnies comme Generali Alliance il y a quelques années. Et depuis maintenant 3 ans, je travaille sur un sujet d'intégrer une nouvelle technologie en fait, dans tout ce monde de l'assurance et de la banque. Je fais un certain nombre de conférences parce que l'idée, c'est de transmettre ces infos et j'accompagne ces groupes à la transformation. Alors, en termes perso, j'ai confondé une nation qui s'appelle France Méta, qui a 1500 adhérents aujourd'hui. Et j'écris des livres parce que c'est passionnant de transmettre le sujet. Et j'en termine un normalement d'ici 15 jours sur l'IA et l'éthique. Donc on va creuser ces sujets par la suite. Voilà. Le but de cette petite intervention, c'est vraiment de décrypter en fait ces nouvelles technos, décrypter ce qu'elles nous apportent, et surtout d'identifier les défis, parce qu'on va être confronté à des défis intéressants, avec des pratiques qu'on va devoir mettre en place d'ici quelques années. Alors pour commencer, je vais laisser la parole à quelqu'un qui est assez connu en automobile, qui va introduire ce Le sujet. sinistre, votre moment de vérité ou votre pire cauchemar. Mesdames et messieurs, je me prénomme Henri et j'ai fait quelques automobiles dans ma vie et vous êtes ici devant moi parce que vous êtes mes dignes héritiers. Mais laissez-moi vous poser une question brûlante. Que vaut vraiment une assurance si elle échoue au moment où vous en avez le plus besoin? Vous payez des primes année après année, dans l'espoir que si le pire arrive, votre assureur sera là pour vous. Mais est-ce vraiment le cas? Ou est-ce juste une illusion confortable? Avec la puissance du Web 3, des métavers, des NFTs, de la blockchain et des DAOs, nous avons maintenant les outils pour transformer cette illusion en une réalité inébranlable. Imaginez un monde où votre assureur ne se contente pas de vous indemniser, mais anticipe vos besoins, comprend vos émotions et agit instantanément grâce à une IA émotionnelle. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la prochaine révolution dans le monde de l'assurance. Et elle commence ici, aujourd'hui, avec vous. Alors, quel chemin allez-vous choisir? Celui de l'innovation disruptive ou celui de l'obsolescence? Voilà, donc l'idée, c'était de montrer qu'effectivement, avec l'IA, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, il y a un petit fil rouge dans la conférence. Je vais d'abord vous introduire en fait pourquoi les nouvelles technologies en fait sont très impactantes, histoire de vitesse et de rapidité. Après, je vais définir un peu ce que le Web 3 veut dire aujourd'hui, parce que comme c'est l'internet de demain, il faut vraiment avoir une notion précise. Et après, je déroulerai les différentes technos, métavers, IA, Web 3 et blockchain et NFT. Donc l'idée, c'est de vous donner un aperçu assez rapide, mais qui vous donne un peu des points d'ancrage. Donc pour introduire effectivement cette conférence, je repars sur mon personnage que j'apprécie beaucoup, Henry Ford. Donc c'est généré par l'IA, mais c'est une histoire qui est vraie, qui s'est passée au début du siècle. Quand il a voulu monter sa première usine, il a pris rendez-vous avec son banquier qui s'appelait John Pierpont Morgan à l'époque. Et il lui a demandé des fonds. Et donc Morgan lui a dit, mais va voir dans la rue, qu'est-ce que tu vois? Et Henry Ford a répondu, je vois des chevaux. Donc Morgan lui a répondu, bah, on va investir dans les chevaux alors. Voilà, donc quand il y a une révolution techno, il y a un moment, il y a des risques à prendre. Et je pense que dans cette salle, vous avez tous pris des risques et qu'il va falloir en prendre un peu plus dans les années qui viennent. Après, deuxième image, ben, on est au Moyen-Âge, les moines dans les monastères, ils ont cette idée ils sont enfermés, ils transmettent le savoir via des enluminures et des manuscrits à la main, puis la Renaissance arrive. Donc la Renaissance, c'est l'ouverture, c'est la perspective, et c'est l'imprimerie. Donc finalement, ils s'y sont opposés, mais aujourd'hui, le savoir, il se transmet par une imprimerie qui est devenue numérique. Donc quand il y a une révolution technologique qui est en cours, il ne faut pas s'y opposer, il faut la prendre en marche. J'ai toujours un mot, c'est il faut prendre le TGV maintenant et pas attendre. Alors c'est un changement de paradigme majeur, c'est vraiment important. C'est pas moi qui le dis, c'est un des inventeurs d'internet qui dit qu'aujourd'hui, on est en train de passer à une étape supérieure. Pour l'illustrer tout de suite, donc ça, c'est la courbe de BlackRock. Elle décrit en fait le taux d'adoption des nouvelles technologies par la population mondiale depuis 1900. Alors quand on se rend compte que le téléphone, l'électricité, le frigidaire, ça a mis 20, 30, 40 ans pour être adopté. Aujourd'hui, on est vraiment à droite.
on est dans le rouge, c'est le cas de le dire. Les technos comme le médias sociaux, le smartphone, c'est entre 3 et 5 ans. Et un exemple, le Web3 et l'IA, on va s'en rendre compte, ça va 4 fois plus vite qu'internet en termes d'adoption. Voilà, donc on est vraiment sous vos pas, le monde est en train de changer. Par contre, de manière pragmatique, la techno pour la techno, c'est pas bon. Il faut qu'une techno, ça change et ça résout un problème commercial. C'est-à-dire qu'on voit l'exemple d'Uber, c'est tout simple. Votre taxi avant, vous étiez en train de l'attendre pendant 1 heure. Bon, le taxi était pas franchement sympathique avec vous et finalement le prix, vous le saviez qu'à la fin. Uber, il a juste pris une appli, le taxi est là en 5 minutes, le prix est connu et il vous offre même une bouteille d'eau à la fin en sortant. Donc voilà, il y a un sujet intéressant, c'est qu'il faut vraiment que la techno, soit utile. Alors maintenant qu'on a introduit un peu le sujet, je vais, vous parler de Web3, hein. C'est vraiment un autre monde, donc il faut voir ce que ça veut dire. Alors, vous avez tous connu le Minitel. Bon, c'était un engin français, assez intéressant, qui marchait très bien d'ailleurs. Bah, on est passé à internet. Puis internet, en fait, aujourd'hui, on est en train de passer au Web3. Donc c'est à chaque fois une révolution qui est importante, mais qui se fait finalement tout seul. Alors internet, bah, au début, internet, vous alliez dessus pour regarder des images, pour, vous informer, hein, c'était un sujet d'information. Puis après on est passé au Web 1. Le Web 1, on met un bouton acheter, on a un bouton buy et donc, on crée le e-commerce. Le Web 2 est arrivé derrière, les réseaux sociaux, donc on interagit avec internet, on peut commenter et cetera. Et le Web 3, ça va être beaucoup plus que ça. Donc vous allez voir, c'est un peu la continuité, mais une rupture aussi. Alors pour définir le Web 3, en fait, là j'ai fait une sorte de petit schéma, un peu synthétique. Bah, il faut pouvoir y rentrer dans le Web 3. Donc il y a un outil pour accéder au Web 3, c'est les casques, les masques, les lunettes. Bon, demain, ce sera peut-être les puces de Neuralink d'Elon Musk, même si je suis assez réservé là-dessus. En tout cas, il faut un moyen d'accès. Hem, évidemment, dans ce Web 3, vous allez avoir une identité numérique, qu'on appelle un avatar aujourd'hui. Bon, cet avatar, il contient vos données personnelles. Il est évident qu'un jour, il va contenir vos données médicales. En Corée du Sud, c'est déjà le cas. Et évidemment, cet internet, vous n'êtes pas sur internet, vous êtes dans internet. Quand vous êtes dedans, bah, c'est le métavers, c'est l'image que je projette aussi. Par contre, tout ce Web 3, dans cet internet, il y a des outils techno très forts, très puissants qui sont liés entre eux. On va parler des NFT, hein, ces jetons numériques d'usage ou d'accès. On parle de la blockchain qu'on connaît tous, effectivement, qui est un huissier numérique de l'information. Et derrière, on a ces sujets de DAO et de finances décentralisées qui sont les crypto-monnaies. Pour exemple, là, on a intégré dans des pharmacies des moyens de paiement en crypto-monnaie en janvier. Aujourd'hui, ils ont plus de 25% de chiffre d'affaires. Donc, ça sous-entend qu'aujourd'hui, un client est prêt à acheter sa boîte de Doliprane avec des cryptos. Donc, on a beau dire ce qu'on veut, c'est une monnaie alternative et elle est une monnaie de fonctionnement pour ce nouvel internet. Là, je vais juste vous donner une petite vidéo courte sur le Vision Pro, parce qu'il y a eu l'iPhone en 2007. En 2024, il va y avoir le Vision Pro. C'est le nouveau masque d'Apple. Il l'appelle ordinateur spatial. Et vous allez voir, je pense qu'il va changer pas mal de choses. On revient en arrière. On va y arriver. Non, je vais y aller à la main. Tac. Tac. Ouais, c'est ça. We do have one more thing. Ça, c'est votre ordinateur demain.
bien, ce casque va se piloter, ça c'est juste impressionnant, avec les yeux. Et oui, avec les yeux, c'est-à-dire que nos yeux, avec ce qu'ils appellent Optic ID, vont être analysés en temps réel pour que où que l'on regarde, eh bien l'action va être faite. C'est-à-dire que si vous regardez l'icône de photo, eh bien vous allez sélectionner l'icône de photo. Si vous fixez avec vos yeux la croix pour sortir d'une application, vous sortirez de l'application. Bref, vos yeux sont traqués en temps réel. I hope you're as excited about Apple Vision Pro as we are. Thank you so much for joining us. Voilà, c'est pas pour vous faire une pub sur le Vision Pro, mais je pense que réellement, on a un sujet de changement de monde. Tous les matins, vous vous réveillez, vous faites ça avec votre téléphone. Avant 2007, vous ne le faisiez pas. Là, demain, vous allez cligner un œil et vous allez vous connecter avec l'environnement extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de la réalité mixte. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui s'approche, le masque devient transparent et donc vous voyez votre entourage. On n'est plus dans un métavers fermé, on est dans un univers ouvert avec du métavers. Donc pour le métavers, c'est intéressant d'introduire ça. Les chiffres datent d'il y a 6 mois, donc ils ont augmenté. On est plutôt à 700 millions d'utilisateurs par mois des métavers. Il y en a 200 aujourd'hui. En France, le sujet est un peu retombé, mais moi je travaille beaucoup avec la Corée du Sud. Là-bas, en B2C, c'est extrêmement prenant, puisque dans le métavers, on a aujourd'hui mis des avatars avec de l'IA. Et donc aujourd'hui, on a des sujets qui sont traités de manière extrêmement intéressante en termes d'utilisation. Donc, bon, ça c'est un fait, 80% des Français de moins de 35 ans jouent aux jeux vidéo. Ça fait comme 65% de la population française. Et ça fait 33 milliards de personnes à travers le monde qui savent déjà utiliser ces sujets de métavers. Bon, le métavers, tout simplement, c'est une ville numérique expansive que vous pouvez façonner à votre volonté. Donc, on a effectivement, pour moi, c'est un sujet de couteau suisse digital. C'est-à-dire qu'on peut partager un parcours patient, une gestion de sinistre, les données d'entreprise. On peut y travailler de manière collaborative. On a tous vu avec le Covid que notre manière de travailler avait changé. On peut y faire des concerts, des meetings. On peut évidemment y faire du sport, du gaming. Donc ça, effectivement, on a développé avec la Silver Economy beaucoup d'activités pour maintenir les personnes âgées à domicile. Et on peut, et ça c'est intéressant, représenter des réalités invisibles. Donc on a travaillé avec des confédérations agricoles comme Axéréal pour qu'ils forment leurs agriculteurs dans des métavers de sous-sol. Ça, c'est un sujet intéressant. C'est un impact pédagogique immense. Alors, comme je suis dans une association, on fait pas mal de choses. On a mis le rapport TRACFIN l'année dernière dans le métavers avec l'accord de Bercy. Donc, on se balade dans le rapport financier de TRACFIN. Voilà. Donc, c'est intéressant. Puis alors, pour les jeunes, on les forme au théorème de Pythagore avec un avatar d'Mbappé. C'est sûr que ça va mieux marcher. Voilà. Donc là, je vous ai mis une petite vidéo pour vous montrer, en fait, moi, je travaille beaucoup avec des métavers un peu français, parce que je trouve que c'est important de montrer. C'est une boîte, en fait, qui fait des métavers pour des marques, et surtout qu'il y a des vraies activités à l'intérieur. Ils forment les salariés de Burger King, par contre, dans ces métavers. Là, c'est une marque d'avion. Là, vous connaissez sûrement ce cabinet. Bonjour et bienvenue dans cette présentation virtuelle de Fidal Formation. Notre offre de formation repose sur des formats courts ou longs, en présentiel ou en distanciel, de formations certifiantes, de cycles d'actualité et de formations sur mesure. Pour en savoir plus, sélectionnez une icône ou continuez. Voilà, donc l'idée, c'est le sujet de métaverse aujourd'hui qui, effectivement, est en cours de développement. Clairement, c'est de l'immersion profonde. Entre le sujet de régler un sinistre dans un métavers ou de le régler effectivement dans une vidéo, ça n'a rien à voir en termes d'immersion et d'impact.
Effectivement, on identifie des risques cachés qu'on ne pouvait pas identifier. Moi, je travaille beaucoup avec Tractable en ce moment sur ces sujets-là. Réduction des coûts, parce qu'effectivement, on sait que la durée d'un sinistre, c'est la durée qui fait le coût du sinistre. Donc gérer rapidement les sujets, c'est intéressant et les clients sont satisfaits parce qu'aujourd'hui, tous les tests qu'on a fait, quand on a emmené des clients dans le métavers, ils ont été vraiment intéressés par l'aspect immersif. Donc je pense qu'il y a vraiment des impacts concrets aujourd'hui qui sont saisis par certains assureurs. Je sais qu'au Japon, ils sont très en avance là-dessus. Donc voilà, il y a un sujet intéressant. Alors l'IA, je vais aller directement au vif du sujet. Qu'est-ce que l'IA? Parce qu'on en parle beaucoup. Mais pour moi, c'est vraiment un orchestre virtuel. Dans un orchestre, vous avez des musiciens, il y a une harmonie, il y a un chef d'orchestre. Bah, l'IA, en fait, elle analyse une multitude de données, donc c'est des partitions. Alors, comme il y a évidemment plusieurs IA, il n'y en a pas qu'une seule, c'est des notes de musique qui travaillent entre elles. Ça va très vite, ça crée des mélodies sous la direction d'un chef d'orchestre qui est l'algorithme. Alors, effectivement, comme je vous dis, il y a plein d'IA, il n'y en a pas qu'une seule, hein. Cette carte sémantique, elle paraît complexe, mais effectivement, toutes ces notes de musique, elles travaillent entre elles. Alors, on peut avoir de l'IA forte, de l'IA faible, des réseaux neuronaux ou des systèmes experts. L'idée, c'est que chaque IA, en fait, travaille avec une autre pour aboutir à une réponse. Bon, je vais travailler 2 secondes sur ChatGPT. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? C'est que Netflix a mis 4 ans pour avoir 1 million d'utilisateurs. ChatGPT, c'est 5 jours. Aujourd'hui, on est à plus de 100 millions d'utilisateurs de ChatGPT. Ils génèrent plus d'1 milliard de chiffre d'affaires et vous allez le voir, ils sont en train de suivre la route d'Apple en termes d'accélération techno. Résumer l'IA, c'est simple. Vous aviez des bibliothèques avant, vous alliez lire des livres, vous les résumiez. Aujourd'hui, bah, l'IA le fait pour vous et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a pas qu'une seule. Vous pouvez comparer les IA entre Bard, entre Claude d'Amazon, entre ChatGPT, et cetera. Donc vous n'avez pas qu'une seule réponse, vous en avez plusieurs. Alors effectivement, McKinsey nous dit que 73 d'entreprises utilisent déjà l'IA aujourd'hui. Alors moi, j'ai tendance à les croire, on est un peu comme Monsieur Jourdain, on fait de la prose sans le savoir, parce qu'aujourd'hui, on utilise l'IA tous les jours, en se levant. Hem, Google a fait une petite, recherche intéressante. Ils ont mis, 25 avatars d'IA dans une ville virtuelle. Le résultat est assez fascinant parce que l'agent génératif, ils l'ont évidemment appelé John Lynn. Il s'est réveillé à 6 heures du matin, il a parlé à sa femme et à son fils, il a été travailler. Donc vous avez des IA qui ont parlé entre elles, qui ont interagi pendant une journée et on voit, en termes d'enseignement, que c'est assez passionnant. Donc ça, je vous enverrai la vidéo si vous voulez, c'est assez intéressant. Je me suis juste amusé à faire un bot d'assurance. Alors j'ai pris les livres que j'ai écrits, mes articles et cetera. Je l'ai intégré dans une IA et ce qui est intéressant, c'est qu'il répond et il source à chaque fois d'où ça vient. Donc je pense que demain, vous faire des bots d'assurance, c'est pas compliqué et surtout c'est très intéressant. Alors moi, je parle d'IA parce qu'aujourd'hui, ben, on a eu une info intéressante de Citroën qui a dit que dans la prochaine DS, il y aurait ChatGPT intégré. Alors moi, je trouve ça passionnant. Alors parce qu'effectivement, l'intérêt, c'est que demain, vous passerez votre permis voiture, mais vous allez peut-être avoir un permis de ChatGPT pour conduire aussi. Enfin, si vous lui parlez bien à ChatGPT, vous conduirez mieux votre voiture. Et effectivement, on a un sujet qu'on n'a pas abordé, qui s'appelle l'IA émotionnelle, que je travaille beaucoup. C'est que l'IA, aujourd'hui, est capable de comprendre le paraverbal, le non-verbal, tous les signaux faibles. Donc si vous conduisez votre voiture, il sera capable peut-être de savoir que votre conduite est en train de changer et prévenir le risque d'accident. Donc on a un vrai sujet bénéfique pour les assureurs et les constructeurs. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc voilà. Alors, évidemment, ça, il y a 15 jours, donc j'ai demandé aux personnes de Stellantis aujourd'hui s'ils pouvaient me renseigner. Euh, ce qu'on a comme info, c'est que ça va aider le conducteur finalement à gérer son véhicule. Et en même temps, l'IA va capter. Et en même temps, l'IA va être dans le véhicule pour capter en fait les informations du véhicule. Donc, il y aura une sorte de communication entre le véhicule et le conducteur grâce à ChatGPT. Et si la personne de Stellantis veut me renseigner, je serais extrêmement preneur. Voilà, donc c'est des conseils augmentés. C'est intéressant parce que pour le sinistre, en fait, aujourd'hui, on a un sujet qui est important, c'est la timeline du sinistre. C'est-à-dire que finalement, l'assuré a besoin d'informations tout de suite, en temps réel. Et l'assureur, malgré tous les efforts qu'il fait, il y a un moment, il y a un temps du sinistre à gérer. Et donc l'IA peut permettre de remplir ces premiers moments, ces premières minutes pour que l'assuré se sente accompagné. Et les réclamations, on sait qu'il faut les automatiser parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour réunir les documents, pour avoir accès à toutes les informations, en fait, c'est des tâches répétitives qui peuvent être effectivement automatisées pour que le conseiller passe plus de temps avec son assuré ou son sociétaire. Donc, réduire le temps de traitement du dossier de 40%, oui, c'est possible et l'IA peut nous y aider. Et effectivement, on sait qu'aujourd'hui, l'IA peut être intégrée dans les smart contracts, c'est-à-dire que si on détecte qu'une réclamation est extrêmement émotionnelle, on peut effectivement créer des services dédiés à ce type de réaction. En plus, comme on est dans le Web3, bah, le Web3, on parle blockchain aussi, tout est enregistré, tout est
traçable et opposable, donc on n'a plus de problème de litige sur les données. Et ça, c'est important parce que quand on parle de blockchain, c'est comme si vous aviez un huissier de justice dans votre téléphone, la preuve opposable est enregistrée au moment zéro. Et donc, c'est intéressant de voir que Renault l'a déjà fait dans les carnets d'entretien numérique. Moi, j'imagine qu'aujourd'hui, le comportement de conduite du conducteur pourrait être enregistré dans le NFT en blockchain. Et derrière, pourquoi pas l'assurance? Donc, vous vendez votre véhicule, vous vendez son NFT, vous allez vendre tout ce qu'il y a dans le véhicule, plus l'assurance qui pourrait être intégrée. Donc, je pense qu'on a des sujets intéressants à travailler en mêlant blockchain et NFT. Bon, la SNCF, ils ne se sont pas posé la question. Eux, depuis 2019, ils l'ont intégré dans l'ensemble de leur process. C'est-à-dire que dès qu'il y a un incident, c'est enregistré en blockchain. Dès qu'il y a un accès à gérer, c'est géré par la blockchain. Et le retour qu'on a, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ils n'ont plus de problème de litige en cas d'incident. Là, je vais vous mettre une petite vidéo parce que je trouve que l'IA, il faut s'en servir pour... Bonjour à tous. Je suis un spécialiste des webtech chez Aztec, et je suis ici pour vous parler d'une révolution qui va changer la façon dont vous pensez à l'assurance. Oubliez tout ce que vous savez, car la blockchain et l'IA sont sur le point de tout bouleverser. Le problème des réclamations d'accidents de voiture. Vous en avez assez des paperasses et des délais interminables pour vos réclamations d'assurance? Moi aussi. Mais imaginez un monde où chaque étape est rapide, transparente, et surtout, fiable. La blockchain, votre nouveau meilleur ami. La blockchain, c'est comme un livre de comptes, mais blindé comme un coffre-fort. Chaque transaction, chaque réclamation, est gravée dans le marbre numérique. Adieu la fraude, bonjour la confiance. L'IA, le super-héros des réclamations. L'IA n'est pas juste pour les films de science-fiction. Elle est là, maintenant, prête à analyser les données de votre accident et à donner un verdict en un éclair. Plus besoin d'attendre des semaines pour une réponse. Les chiffres ne mentent pas. Imaginez réduire les coûts de vos réclamations de 20% et accélérer le processus de 50%. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà une réalité pour des assureurs en Asie. Bon. Les données que je tiens viennent de Tractadol, pour préciser. Donc la DAO, je ne vais pas y passer un temps important parce que c'est un sujet complexe, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des assureurs effectivement en Asie qui, l'ensemble des membres, donc les adhérents de la compagnie d'assurance, votent sur les réclamations, prennent les décisions sur la réparation, sur les pièces à utiliser. Donc on est sur un sujet grâce à la blockchain et au NFT et au token, de démocratie participative au sein de l'assurance. Alors évidemment, c'est un sujet qui est un peu touchy, mais je pense qu'il est à explorer parce que ça permet, dans un cadre d'une mutuelle, par exemple, de creuser ces sujets de participation des adhérents au sujet. Et comme tout est automatisé, il n'y a pas de perte de temps. On est intégré dans des sujets de vote automatique. Donc le Web3, on a parlé, mais il faut aussi parler des NFT. C'est important. Parce que les NFT, c'est ce qu'on appelle les certificats numériques. Et pour l'assurance, je pense qu'il y a un vrai problème, c'est la preuve. L'assuré doit apporter la preuve de son sinistre. Et si demain, cette preuve était simple. Alors les NFT, j'ai toujours comme schéma de dire qu'un lingot d'or, vous savez ce que c'est, vous pouvez l'échanger contre un autre lingot d'or. Un Bitcoin, c'est pareil, vous l'échangez contre un autre Bitcoin. Par contre, un Van Gogh ou une Ferrari, on ne peut pas l'échanger contre une autre parce qu'elle est unique. Le NFT, c'est pareil. C'est un bien unique, c'est un jeton unique qui contient des informations. C'est comme un billet d'avion. En fait, c'est un billet d'avion, vous allez de tel endroit jusqu'à tel autre endroit, c'est vous qui prenez le billet d'avion, vous ne pouvez pas l'échanger. Donc les NFT, si vous voulez, c'est une sorte de clé numérique qui sert à avoir accès à des endroits, qui vous donnent des usages, qui vous donnent des propriétés. Et donc, c'est vraiment la clé des assets numériques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on change vraiment de civilisation là. Vous ne verrez pas le monde pareil lorsque vous aurez des NFT. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, des NFT, il y en a déjà des millions dans le monde, et c'est des NFT de biens réels. Ça veut dire que nous, dans l'association, on a fait des NFT de Château Yquem. Très simple, le schéma. Vous achetez un NFT, ça vous donnera une bouteille de Château Yquem. Cette bouteille est conservée au château. Vous avez la propriété avec l'asset numérique, vous revendez le NFT, vous faites une plus-value, mais vous pouvez aussi consommer la bouteille, vous détruisez le NFT, la bouteille arrive chez vous. Après, on s'est amusé avec des cèpes de vigne, on a fait de l'usufruit numérique. C'est-à-dire qu'on est en capacité de vous dire, vous achetez un NFT qui donne droit à un cep de vigne, donc 2 bouteilles par an. Donc on a un sujet intéressant, c'est qu'on peut creuser toutes les industries avec ces certificats numériques. On l'a fait aussi pour les bâtiments parce qu'on s'est dit que finalement, on a un patrimoine en France historique qui est passionnant. On n'arrive pas à le restaurer parce que ça coûte des millions d'euros. Là, on a fait une sorte de crowdfunding où on a émis 10 000 NFT par bâtiment.
Bon, ça coûte 50 € le NFT, on restaure le bâtiment. Après, vous n'en êtes pas propriétaire. Vous avez un droit d'accès sur place, un repas, une nuit, une visite, etc., ou même des produits du domaine. On l'a fait avec le cinéma, donc ça a très bien marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des films qui sont financés grâce au NFT. C'est-à-dire qu'avant que le film sorte, il y a déjà eu 5 millions de NFT qui ont été vendus. Et donc ça permet, ou alors d'avoir accès à une avant-première, ou d'avoir une rencontre avec l'acteur, ou effectivement d'avoir des sujets intéressants. Donc c'est un moyen de financement. Alors ce qui est intéressant, c'est que les NFT, c'est pas seulement des biens réels. Parce que les NFT, c'est aussi des biens virtuels. Gucci, qui est une marque connue, fait 10% de son chiffre d'affaires aujourd'hui mondial avec des NFT de ce qu'on appelle des skins, donc ces vêtements numériques que portent les avatars. C'est un marché de plus de 800 millions de dollars aujourd'hui, donc c'est des assets numériques qui servent dans ces métavers à être propriétaires, à circuler. Donc on a bien vu que des compagnies comme AXA ou Sompo Banca ont acheté des terrains dans les métavers il y a quelques années. Aujourd'hui, on est en train d'entrer dans les usages, et dites-vous que l'économie numérique aujourd'hui est une économie extrêmement forte, extrêmement solide. Voilà. Alors je vais redonner la parole à une personne qui est bien informée sur le sujet. On va revenir en arrière. Imaginez que chaque fois que vous souscrivez à une police d'assurance, un NFT unique est créé. Ce NFT est une représentation numérique de votre contrat, et il peut même contenir des détails comme votre historique de conduite, les caractéristiques de votre véhicule, etc. En cas de sinistre, tout est déjà codé dans ce NFT, rendant le processus de réclamation rapide, transparent et sans friction. Les NFT peuvent être créés pour chaque contrat d'assurance, agissant comme une preuve immuable et transparente de la couverture. En cas de sinistre, ces NFT peuvent être échangés de manière transparente et sécurisée, facilitant ainsi le processus de réclamation. Les NFT peuvent également être utilisés pour représenter des actifs physiques, comme des pièces de voiture, ce qui ajoute une couche supplémentaire de sécurité et de traçabilité dans le processus de réparation. Les NFT peuvent être utilisés pour authentifier des pièces de rechange, garantissant ainsi leur qualité. Avantage pour les réparateurs. Cela garantit que les pièces sont authentiques, ce qui est bénéfique pour les réparateurs. Donc là, je vais conclure parce qu'il faut laisser la place aux autres orateurs de la matinée. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'éveille aujourd'hui. Je pense qu'il y a un nouveau monde sous nos pas qui font qu'on le construise. Il y a des besoins à comprendre et je pense qu'on a un nouveau chapitre. Alors, je vous ai rajouté une petite vidéo parce que OpenAI a fait une mise à jour il y a 48 heures et elle est extrêmement importante. Donc, je vais juste laisser quelqu'un parler à ma place, comme toujours, parce que j'aime bien laisser parler les autres, juste pour vous montrer ce que ça change. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous avoir accueillis dans ce voyage à la découverte d'une révolution silencieuse qui transforme l'un des plus anciens métiers du monde, l'assurance. Dans les coulisses de ce secteur, l'intelligence artificielle, ou IA, est en train de redéfinir les normes, de repousser les limites et d'ouvrir des portes vers des possibilités jusqu'alors inimaginables. Avez-vous vu la grande mise à jour d'OpenAI hier soir? On la compare déjà à la keynote de Steve Jobs en 2007 lors du lancement de l'iPhone. Notre correspondant la résume en 2 mots. Nouvelle interface pour ChatGPT, le nouveau modèle GPT-4 Turbo, les GPT Builder ou encore l'assistante API. OpenAI a fait très fort lors de son OpenAI Dev Day, la conférence qui s'est terminée il y a quelques minutes à peine, et je vous propose de revenir sur toutes les annonces phares qui ont été partagées. Et vous allez voir, c'est juste incroyable. L'IA, on en est qu'au tout début et l'année prochaine promet d'être ultra passionnante. Je vous propose d'entrer dans le... On va vous présenter quelques extraits de cette keynote de Sam Altman pour vous situer le cap franchi hier. Commençons par GPT-4 Turbo qui est en lui-même une véritable révolution. Il s'agit de la puissance d'un livre 300 pages par requête, ce qui relègue GPT-3 au Moyen-Âge de l'IA générative. Il devient multimodal. L'IA génère de l'audio, de la vidéo à partir de textes et de prompts, c'est le TTS. La version qui va être entre vos mains est selon Sam Altman le premier étage de la fusée IA. Continuons par l'agent autonome qui va rythmer notre quotidien. Les GPTIS. Ils sont entre vos mains, ces agents IA spécialisés que nous pourrons nourrir avec vos contenus. Un exemple, vous aurez accès au meilleur avocat ou au meilleur actuaire en une fraction de seconde. Et c'est ici et maintenant.
Mais le mieux, c'est que ces GPTI seront en vente sur un store mondial et améliorables en les combinant entre eux. Ça déménage décidément en ce début novembre. Ma technologie d'IA émotionnelle me permet d'analyser et de comprendre le langage non verbal du patient. J'analyse son expression faciale, l'intonation de sa voix, sa posture, et j'en déduis son état émotionnel. Nous voici au seuil d'une révolution, non pas à la croisée des chemins. Les annonces faites hier par OpenAI ne sont pas seulement une fenêtre ouverte sur demain. Elles sont le point de départ d'une transformation sans précédent dans le monde de l'assurance. Avec les avancées de GPTs et d'autres intelligences artificielles conçues par OpenAI, Claude ou Bard, nous allons redéfinir ce que signifie être accompagné, conseillé et protégé. Imaginez un monde où chaque question, chaque préoccupation, chaque besoin d'assurance est immédiatement compris et traité avec une expertise sans faille. Un monde où les agents intelligents personnalisés de GPTs travaillent sans relâche pour vous offrir la tranquillité d'esprit, en anticipant les risques et en adaptant les solutions d'assurance à votre réalité unique. Rejoignez-nous dans cette révolution. L'avenir est ici et maintenant. Alors, elle était un petit peu enthousiaste, hein, vous vous en rendez bien compte. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une étape qui s'est franchie. Vous allez avoir un App Store mondial, ou un GPT Store, où vous aurez des IA dédiés spécialisés dans une toute petite activité que vous pourrez acheter et puis après revendre, etc. Donc, on va avoir une sorte de marché mondial d'IA spécialisé, ce qu'on appelle les agents autonomes intelligents. Voilà, donc, je termine là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, on a de l'or entre nos mains et qu'il faut savoir l'utiliser. Merci. Allô, allô? Ah, ça marche. Merci Emmanuel Moirand. L'IA émotionnelle, ça va changer des vies de couple. Il nous reste une quinzaine de minutes de questions. Je vais ouvrir le bal avec deux remarques et une question. La première remarque concerne le métavers. J'avoue, jusqu'à présent, je n'étais pas follement convaincue. Et vous verrez le film présenté par Darva tout à l'heure. Ça change un petit peu la réflexion sur les usages du métavers. Sur l'intelligence artificielle, j'ai interviewé il y a quelques jours la Chief Data Officer d'AXA qui me disait il y a beaucoup de gestionnaires de sinistres dans l'assurance qui ont peur d'être remplacés par l'intelligence artificielle et elle leur explique que ceux qui seront remplacés par l'intelligence artificielle, c'est au contraire ceux qui ne savent pas utiliser l'intelligence artificielle. Ceux qui savent l'utiliser ne seront pas remplacés. C'est vraiment une façon d'augmenter les collaborateurs. Et puis, ma question, après ces deux observations, c'est vous, quels sont vos usages du métavers, peut-être pas, mais en tout cas de l'intelligence artificielle au quotidien? Qu'est-ce que vous en faites? Alors moi, je l'ouvre à 6h du matin et je le ferme à 23h30. Voilà. C'est votre seul ami, alors? Non, j'ai encore quelques amis, mais d'une manière plus sérieuse. Aujourd'hui, ChatGPT répond à une partie de mes emails. ChatGPT fait mes PowerPoint. ChatGPT, en fait, analyse ma stratégie commerciale. Aujourd'hui, moi, j'utilise environ 4 ou 5 IA. Donc, les plus connus sont Bard, Claude, ChatGPT, etc. Donc, je les compare entre elles. Mais réellement, c'est un exosquelette. Il faut le retenir comme ça. Ça ne va pas vous remplacer. Vous continuerez à marcher. Par contre, ça vous permettra de faire des choses différemment, d'aller plus vite et peut-être d'améliorer la qualité de vie au travail, ce qui est un sujet important en ce moment. Alors, par exemple, quand vous l'utilisez dans l'automatisation de la gestion de vos mails, ça veut dire que vous l'avez formaté au départ, hein. Ça veut dire qu'il faut avoir une expertise. Alors, c'est assez simple aujourd'hui. Je pense que le ChatGPT, on s'en fait toute une montagne, mais en 2 jours, vous êtes autonome et en 4 jours, vous êtes spécialiste. Donc, moi, je fais des formations qui sont de 2 ou 4 jours. C'est une marche qui n'est pas si compliquée à franchir. C'est comme le vélo, ça s'apprend. Et une fois qu'on sait en faire, c'est assez passionnant parce que effectivement, on l'entraîne et le module ChatGPT que vous avez prêt ou Claude, à la fin, il est habitué à travailler avec vous et les réponses qu'il génère sont de plus en plus intéressantes. Je prends juste un exemple. Vos mails. Au départ, il va répondre de manière automatique. Vous allez savoir que c'est un ChatGPT qui a répondu. Moi, maintenant, mes mails, comme il a analysé ma manière de répondre, les mots que j'emploie, la manière dont j'articule les phrases, c'est extrêmement compliqué entre ce que je fais moi et ce que ChatGPT fait. Voilà. Donc, c'est une histoire d'adaptation et de sur-mesure. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question sur le fil de conversation Teams. Donc, est-ce que l'on doit avoir obligatoirement un appareil comme un casque ou des lunettes pour pouvoir accéder au métaverse? Alors non, bien entendu. Il y a des métavers 2D qui tournent très bien. D'ailleurs, Allianz et maintenant AXA utilisent des métavers 2D français parce que c'est plus simple qu'avec un casque.
Par contre, c'est là où le sujet d'Apple qui arrive est passionnant, c'est qu'ils vont rendre ça facile d'utilisation. Moi, j'ai eu la chance de le tester, j'en suis toujours pas revenu. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez plus avoir de PC, ça va être terminé. Vous allez avoir un masque en fait assez léger qui va vous permettre en fait de gérer tout votre travail en fait technique avec un cloud. Donc il n'y a plus de disque dur, il n'y a plus rien. Donc non, il n'y a pas besoin, mais demain, évidemment, Apple, c'est la version 1. Quand on sera à la version 4 ou 5, vous aurez quelque chose de très léger qui va remplacer en fait un certain nombre d'appareils. Ouais. Alors, quand même, il y a la question de l'acceptabilité. Moi, je n'ai pas très envie de le porter, ce masque. S'il est agréable et qu'il vous diffuse de la musique et qu'il vous masse le crâne en même temps. J'ai un chat, ça va. Non, j'avais vu une autre question là-bas. Alors, je reviens aussi à vos usages du métavers cette fois. Alors moi, clairement, j'ai plus de bureau. J'ai un métavers où j'accueille mes clients, donc c'est un chalet en haut de Megève. C'est assez agréable, les gens s'y sentent très bien. Donc depuis 2 ans, j'ai fait le pari de plus avoir de bureau physique. D'une manière un peu plus sérieuse, il faut juste s'imaginer que c'est la suite d'Internet. Vous êtes sur Internet, demain vous serez dedans. Donc c'est un Internet amélioré avec des capacités supplémentaires. Et aussi, il faut imaginer par exemple qu'en Corée du Sud, la ville de Séoul a fait un métavers de Séoul. Il n'y a plus d'administration physique, hein, et vous entrez dans le métavers, vous êtes reconnu, vous pouvez payer vos impôts, faire votre permis de conduire en quelques minutes, ce qui change un petit peu de ce qui se passe en France. Je ne sais pas si certains ont refait leur permis de conduire autre chose, ça prend un petit peu de temps. Donc c'est des usages qui arrivent. Aujourd'hui, on en est encore loin en Europe, mais je pense que demain, on se connectera 5 minutes dans un métavers pour faire une action, après on se déconnectera. Donc ça ne va pas être votre vie de demain, ça sera une vie mixte. Mais les éléments, on va dire, chronophages de votre vie de tous les jours, vous les ferez dans un métavers pour que ça soit automatisé et simplifié. Et quel peut être l'usage pour l'assistance d'aujourd'hui, à la fois les réparateurs, constructeurs, assureurs, experts? On a tous vu un sinistre. Un sinistre, c'est compliqué à gérer. La relation déjà entre l'assuré et l'assureur est compliquée, le réparateur, l'expert, etc. Si demain, dès que le sinistre arrive, on se réunit tous dans un espace immersif, qu'on échange et qu'on valide le dossier, je pense que tout le monde va être content, hein. Et alors le film qu'on va montrer cet après-midi, il est le résumé de tout ça, hein. J'ai 2 autres questions. Donc, métaverse et IA et la cohabitation avec la RGPD, à qui appartiennent les données? Alors, dans le Web 3, il y a un principe, c'est que les données appartiennent à l'utilisateur. Ça, c'est fondamental. Le métavers, c'est la voiture, l'IA, c'est l'essence. De toute façon, à un moment, les deux vont cohabiter, vont travailler ensemble. En tout cas, les données personnelles, aujourd'hui, elles sont protégées dans le Web 3. S'il est blockchain, évidemment, s'il est off-chain, c'est pas ça. Donc, la blockchain certifiée les protège et donc le client final va ouvrir ces données à celui qui doit les consulter. Mais en tout cas, elles ne vont pas être en accès libre. Ça, c'est un sujet important du Web 3, c'est que les données sont protégées. Attendez, parce que pour l'instant, avec ChatGPT, il y a quand même des vrais problèmes de droit. Alors, l'IA, c'est différent. L'IA, en fait, il faut dire qu'aujourd'hui, déjà, on pense que dès qu'on est sur ChatGPT, les données partent chez OpenAI. Aujourd'hui, les grandes entreprises ont des GPT, AXA, c'est l'exemple, totalement sécurisés, donc sur un cloud Azure où les données restent chez AXA et ne partent pas chez OpenAI. Donc déjà, rien que ça, il y a déjà des solutions. C'est des solutions entreprises qui coûtent un petit peu cher, mais en tout cas, c'est vraiment déjà le sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'IA a des vrais sujets d'éthique, donc confidentialité de données, qui ne sont pas traités aujourd'hui parce qu'on est sur une techno qui est nouvelle. Non, mais là, vous parlez de confidentialité. Moi, je parle de droit. C'est-à-dire que ChatGPT scanne toutes les publications. Oui, alors c'est avec le consentement de l'utilisateur. Aujourd'hui, Ah non. le métavers, par exemple, c'est le Far West. Juridiquement, il y a très peu de lois qui ont été votées. On a juste un sujet qui arrive au Parlement européen le 6 décembre, c'est l'IA Act. Figurez-vous que les députés, ils ne sont quand même pas très connaisseurs du sujet, donc on va voter des lois, des réglementations, alors qu'on ne connaît pas encore complètement le sujet. Donc on est dans le Far West aujourd'hui. On n'est pas dans un sujet réglementé. Voilà. J'ai une nouvelle question sur le métaverse d'un certain Marc Z. Le métaverse pour Facebook, c'est un échec pour l'instant? Non? Oui, c'est un échec, il faut le reconnaître. En fait, Mark Zuckerberg, il ne faut pas le sous-estimer, mais en tout cas, il a voulu mettre la voiture avant le moteur. Il fallait une porte pour rentrer dans cette voiture. C'est Apple qui a gagné la course. C'est-à-dire qu'avec le Vision Pro, ils vont créer la porte pour rentrer dans ce métavers. Donc, c'est ce qui manquait les 2 dernières années. Il y a aussi un sujet, c'est que Facebook, on sait qu'en termes de protection de données, ce n'est pas le champion.
Que moi, je sais que sur Facebook, dès qu'il y a une donnée qui est mise dedans, bah, c'est analysé, c'est transféré, etc. On a des métavers en France, RGPD, qui protègent les données, etc. Bon, je ne donnerai pas de nom, mais en tout cas, il y a des solutions de RGPD métavers compatibles. Voici donc à faire, soyons un peu, j'allais dire patriotes. Hein. C'est quoi les métavers français? Alors, il y en a certains, il y en a un qui aujourd'hui bosse quand même avec Alliance, avec AXA, avec la ROAM, donc on peut en parler, il s'appelle Work Adventure. Ils font des métavers de recrutement, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont décidé dans le monde de recruter via métavers. Deutsche Bahn ne recrute plus d'une manière traditionnelle, ils recrutent dans des métavers. Moi, d'une manière pragmatique, je dis que c'est un outil complémentaire de recrutement. On fait de l'onboarding, on fait de l'assessment, donc il y a un sujet de moderniser le processus de recrutement grâce au métavers. Et donc ce métavers-là est spécialisé dans ce genre de process. Et bon, je vous invite d'aller regarder ce qu'ils font. Oui, monsieur. Ça va pas un peu trop vite tout ça. En fait, aujourd'hui, il y a déjà des gens qui ne savent même pas pouvoir mettre leur déclaration d'impôt sur Internet. Et on est déjà en train de parler de métavers. Je crois que ça va être un peu disruptif. Ça va être un peu trop vite, je pense, pour moi. Alors, on parle de fracture numérique. Je comprends le concept. Aujourd'hui, c'est que l'IA va vous aider à remplir votre déclaration d'impôt. Ce qui serait bien, c'est qu'elle travaille pour moi même. Mais vous inquiétez pas, ça va être rapidement le cas. Non, d'une manière sérieuse, la fracture numérique, c'est un sujet important parce qu'on aura ceux qui auront accès aux nouvelles techno et on aura ceux qui n'auront pas accès. Donc, il y a un vrai sujet, on va dire, étatique de former les gens à ces nouvelles technologies. Et donc, c'est là où je pense qu'à un moment, il faut que les pouvoirs publics prennent le sujet en main. Et c'est pas du buzz, je vais être un peu cash, c'est pas du buzz au CES qu'il faut faire, c'est dans les écoles, dans les universités, former. Parce qu'il y a quand même des écoles et des facs aujourd'hui qui interdisent ChatGPT aux étudiants. Je trouve ça complètement stupide. En fait, l'exosquelette, il faut l'utiliser, il faut savoir l'utiliser. Et je dirais qu'aujourd'hui, pour leur répondre, ChatGPT, c'est éviter d'être reconnu par les organismes de contrôle. De toute façon, il faut utiliser ce sujet et pas faire une opposition en disant ça ne passera pas. Voilà. On a deux questions qui sont en lien avec ce que tu viens de dire, Emmanuel. C'est depuis quand à peu près existe le métaverse? Quelle expérience humaine on peut en tirer au jour d'aujourd'hui? Et surtout, on voit que certaines entreprises commencent à recruter ou développent des stratégies commerciales à partir du métaverse. Et qu'est-ce qu'on estime comme marge d'erreur sur cette partie métaverse? Alors, ça existe depuis 1969. En tout cas, les premiers métavers qui ont été créés, on a tous connu Second Life. En tout cas, le métavers avec tous les sujets de blockchain et de NFT, etc., ça date vraiment de 2019. Les premiers sont faits en Asie. Zepeto, par exemple, qui est un métavers coréen, il y a 200 millions d'utilisateurs par jour. C'est là où Gucci vend ses vêtements. Donc, en fait, il y a un moment, l'usage n'est pas encore là en Europe, mais dans certains pays en avance, on se rend compte que c'est un moyen alternatif de faire du commerce. Pour moi, les écueils, c'est qu'effectivement, il faut que la porte d'accès à ces métavers soit de plus en plus simplifiée. Alors, Apple apporte une réponse, mais bon, à 3 000 $, donc tout le monde ne pourra pas s'offrir un casque à 3 000 $. Il faut qu'à un moment, il y ait un sujet d'accès démocratisé à ces espaces. Ouais. Si j'ai totalement répondu. Ça va alors. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est juste un petit complément de la personne qui a posé la question. Le taux d'erreur. 3 points d'interrogation. Alors, toutes ces technos, elles font des erreurs. L'IA, je n'en ai pas parlé, mais elle fait beaucoup d'erreurs. Il faut l'accepter. Il faut se dire que tout ce qui est nouveau, en fait, fait des erreurs. Par contre, ça va très vite. Les erreurs sont corrigées de plus en plus vite. Et les métavers, aujourd'hui, sont utilisés alors d'abord par le luxe, maintenant par le recrutement, mais demain, on sait pertinemment que ça sera un moyen d'apporter du service. Et je pense que le nœud, c'est le sinistre. Hein. Aujourd'hui, le sinistre, il est mieux géré qu'avant. Mais il y a de gros progrès à faire parce que c'est la promesse de l'assureur. Et demain, je pense que le métavers est un des outils qui permettra. Moi, je suis expert d'assurance à l'origine. Je règle encore des sinistres parce que je continue à faire mon ancien métier. Hein, ça ne m'a pas quitté. Dans le métavers pour faire des réunions de préparation du traitement du dossier. Vous voyez, ça m'aide à faire une pré-réunion simple. En moins de 5 minutes, tout le monde est connecté. Je pense que ça, c'est une partie de la réponse. Alors, même si on a parfois du mal à entrevoir certains usages de l'IA, du métavers, je pense que c'est quand même important de s'acculturer à ces sujets. Ne serait-ce que, par exemple, pour l'intelligence artificielle, on se rend compte que ce qui compte, c'est pas tant la réponse, c'est la pertinence de la question. C'est un système itératif. Quand on pose une question à ChatGPT, la première réponse peut être un peu tiède, et puis on reformule la question.
Et au fil du temps, on affine et on arrive à des choses très, très pertinentes. Mais ça veut dire qu'il faut apprendre à l'utiliser. Il faut en maîtriser à la fois les usages et les limites. Et je pense que c'est un travail que vous devez faire dans vos organisations dès maintenant, me semble-t-il, pour pas perdre la course, qui est réelle hein, et qui va creuser encore davantage la fracture numérique. Mais je pense qu'il faut... Je vous vois désespéré. Bon, moi, je vous donne juste un exemple. Accès GPT, c'est le 5 septembre. Bon. Après, le taux d'utilisation, il est de 3% dans les salariés d'AXA. Le vrai sujet, c'est de former des ambassadeurs et qu'après, ils forment en interne l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet de formation. Et ce n'est pas 6 mois de formation, c'est 4 jours. En 4 jours, vous êtes autonome et vous êtes à l'aise sur ChatGPT. Donc, c'est vraiment, vraiment du casser le mythe de dire c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est juste apprendre à passer la pédale et à pédaler. Et après vous serez intéressé par le sujet et vous allez faire peut-être que 10% de vos tâches journalières dans ChatGPT, mais c'est déjà bien. Vous ne ferez jamais 100%. En tout cas, ça va vous apporter une sorte, ce que j'appelle cet exosquelette numérique dont on a besoin. Voilà. J'ai un autre cas d'usage dans le domaine de l'assurance qui va peut-être vous intéresser. Pour le coup, je ne me souviens plus quel est l'assureur, mais pour ses garanties de protection juridique. Donc, la protection juridique sont des questions qu'on pose et que l'assuré pose, et puis on lui dit soit on l'oriente vers un avocat, soit on apporte la réponse juridique. Et en fait, le premier niveau de réponse, il est traité maintenant par une intelligence artificielle. Il est traité par ChatGPT. Après, il y a un deuxième niveau quand même. La réponse de ChatGPT est validée par un juriste et l'enrichissement apporté par le juriste, qui peut apporter des jurisprudences, alimente l'intelligence artificielle qui devient encore plus pertinente au fil du temps. Et ce ne sera jamais totalement automatisé, il y aura toujours une intervention humaine, mais néanmoins, c'est vrai que dans le droit est de plus en plus complexe, les jurisprudences sont de plus en plus foisonnantes, et cet outil permet d'apporter une réponse de premier niveau. Moi, je vais vous donner 2 exemples. J'ai travaillé beaucoup avec DocaPost sur ces sujets d'intelligence documentaire, et là, vous avez vraiment, en termes d'assurance et d'automobile, un or noir, c'est avec des données inexploitées. Aujourd'hui, l'OCR et l'IA, c'est la parfaite combinaison pour vraiment trouver des informations qui vous permettront d'avancer. Deuxième exemple, j'ai un cabinet d'avocats qui je bosse, qui est spécialisé dans l'IA, hein, qui s'appelle Ben Soussan, il est assez connu, Lexing Avocat. Ils sortent un livre dans quelques jours sur l'IA pour les avocats. Alors lui, au lieu d'en avoir peur, il s'est dit, je saisis le sujet, il l'a fait il y a 5 ans, donc il est en avance. Et aujourd'hui, tous ces avocats qui rentrent chez lui sont formés à utiliser et ChatGPT et Bard et une IA maison. Ça ne va pas remplacer leur métier, ça va leur permettre d'avancer différemment et plus vite. Voilà. Oui, monsieur. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter? Toujours bien de savoir d'où on parle. Bonjour, Kevin Gay, InEmotion. Petite question, en fait, quand on parle du métavers et de l'échec avec Facebook, je suis assez étonné, mais alors je ne connais pas très bien le sujet, mais j'ai l'impression qu'en fait, on parle d'un sujet qui est déjà vieux de plusieurs années, qui existe dans les jeux vidéo de manière sûrement moins étendue, de la transaction d'éléments immatériels, où il y a déjà énormément de microtransactions qui ont été intégrées à l'univers du jeu vidéo depuis au moins 5 ans, si ce n'est plus. Et donc, je suis étonné de cet échec-là, et j'ai l'impression qu'on se sert beaucoup du métavers comme étant un cas d'école, mais qui finalement en fait a été accepté par une communauté qui est énorme, qui est déjà existante, de par l'univers des jeux vidéo. Et de même avec Doctolib, depuis pas très longtemps, on a accès à aux consultations en distanciel. En fait, quelque part, le mix des deux, j'ai l'impression que ce sera un peu ce qu'on appelle le métavers. Et finalement, c'est quelque chose qui existe déjà, qui a juste pas fait trop de bruit, parce que c'est une communauté de geeks, entre guillemets, qui s'en sert actuellement, mais qui représente 65% de la population française déjà. Et j'ai l'impression que rien que le fait de le mentionner, on est déjà complètement à la bourre sur l'utilisation de cet outil, quoi. En fait, le métavers, le terme a été effectivement inventé, pas par Mark Z, comme on l'a dit, mais par quelqu'un en 1969. Donc, il n'y a pas d'hier. Le sujet, c'est qu'il y a eu un buzz extrêmement fort parce que Facebook, c'est Facebook. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet du métavers, c'est on est dans ce Web 3, en fait. On est dans ces sujets où, dans un métavers, il y a le sujet de confiance numérique avec la blockchain, il y a le sujet des NFT qui permettent de partager des informations. Et après, tous ces sujets de est-ce que le métavers n'est pas déjà dépassé? Moi, je pense que c'est une des briques technologiques qui construit le Web 3. Donc aujourd'hui, je pense que le métavers, c'est l'univers immersif. XR, AR, ce que vous voulez. Mais demain, on a l'impression qu'il n'y a plus personne dedans, alors que moi, je vois que
J'étais en Corée du Sud il n'y a pas longtemps. En B2C, c'est en train d'exploser. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui plus de 90% des jeunes qui, tous les jours, sont 5 minutes dans un espace comme ça. Et on oublie que la vie, c'était un jeu, et ça nous rappelle que la vie, c'est un jeu, et que finalement, peut-être que si on rend notre vie professionnelle un peu plus ludique, ce ne sera pas si mal que ça. Voilà. C'est ce que je pense. Merci. Une dernière question? Non, eh ben, on va continuer à s'amuser alors. Merci beaucoup, Merci Emmanuel encore. Marant. Merci.